Cap Info pour savoir et comprendre cette semaine avec Frédérique Puissat, sénatrice LR de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Que deviendront les centaines de milliers de propositions recueillies dans le cadre du grand débat national qui vient de prendre fin? Les Français sont sceptiques et l'Élysée n'a pas droit à l'erreur. Après une longue prostration, Emmanuel Macron s'est jeté dans la mêlée, multipliant les rencontres jusqu'à regagner quelques points de confiance dans les sondages. Il a fait sa campagne européenne, fulminent ses détracteurs, parmi lesquels les Républicains, qui, eux, peinent à reconstruire une alternative. On en parle avec Frédérique Puissat, sénatrice donc de l'Isère. Vous siégez au Sénat, je le rappelle, à la Commission des Affaires sociales, et vous êtes élue de la Matésine et du Trièves. Le grand débat national, il a pris fin ce vendredi, lancé il y a 2 mois pour tenter d'apaiser la colère des Gilets jaunes. Il a mobilisé des centaines de milliers de Français qui ont émis des millions de propositions. Ici en Isère, le grand débat national a donné lieu à l'ouverture de près de 300 cahiers de doléances dans les mairies et a donné lieu à près de 200 réunions d'initiatives locales. Vous avez dit, ce grand débat, on ne peut pas l'ignorer. Oui, on s'est dit, en tout cas avec Michel Savin, qu'on ne pouvait pas l'ignorer. Donc on a fait comme les Français. Nous avons apporté notre contribution à ce grand débat qui, est chacun un peu avec sa partie. Et on a effectivement, comme tous les Français, envoyé notre contribution au gouvernement à travers la plateforme dédiée qui a été mise en place. Alors on va revenir à vos propositions très concrètes. Avant cela, maintenant c'est l'heure du traitement, du dépouillement. 60% des Français sont sceptiques. Oui, alors vous savez, il y a un adage en milieu rural qui dit c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Il y a quelque chose un peu plus vulgaire qui dit aussi la même chose, mais en tout état de cause, aujourd'hui, si je puis me permettre, le bal n'est pas terminé. Le président de la République, qui était dans un contexte compliqué, le gouvernement qui était dans un contexte compliqué, et je crois que les uns les autres, on avait tous la volonté que le pays soit apaisé, a souhaité lancer un grand débat. Il y a eu les discussions qu'il y a eu avec la commission qui devait suivre au PO Lab ce grand débat, évoquant le fait qu'il fallait cadrer les choses parce que les contributions sont une chose, mais après l'analyse des contributions et ce que l'on va pouvoir en ressortir pour apaiser la société et répondre à un certain nombre d'attentes, c'est ça le vrai enjeu. Et très honnêtement, j'écoutais encore ce matin la responsable de l'INSEE qui évoquait le fait de se dire comment est-ce qu'on va faire pour analyser cette masse d'informations qui nous remonte et qui parfois, il faut bien le dire, est à une échelle très variée et parfois peut-être en contradiction. Mais le risque, c'est qu'effectivement, le traitement logarithmique des choses ne permette pas de nuancer les propositions qui, sans doute, ont été beaucoup plus construites que ce que permettra de démontrer l'analyse numérique des choses. Voilà. Donc la vraie question, c'est de savoir si on fait un grand débat et qu'on a déjà les réponses avant d'avoir interrogé les Français et si on est en capacité de les écouter ou si effectivement on va pouvoir tirer quelque chose d'un grand débat qui somme toute, est un débat organisé théoriquement. Et quand on parle d'organisation, c'est du moment où on le lance au moment où on va l'analyser pour en ressortir des propositions concrètes. Je crains, et je le dis comme je le pense, que les réponses soient déjà toutes faites ou en tout cas qu'on ait quelques ballons d'essai de quelques ministres qui s'essayent sur 2-3 sujets, des sujets fiscaux, d'autres sujets, et puis qu'on voit comment ça rebondit et que tout ça fasse finalement le résultat du grand débat, ce qui ferait qu'on serait passé à côté de ce qu'est un débat et d'une capacité à écouter les Français. Bon, on verra bien. On ne va pas non plus faire des procès d'intention. Une chose est sûre, Emmanuel Macron s'en est plutôt bien sorti. Alors en tout cas, Emmanuel Macron est remonté dans les sondages. Il s'en est bien sorti. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Le bal n'est pas terminé. Il a été convaincant dans ses rendez-vous avec les Français? C'est vrai qu'il a été convaincant, que l'exercice qu'il a pu faire et qu'on a pu suivre à la télé matin, midi et soir, de 5h, 6h, 7h de débat, est très convaincant. Mais en même temps, est-ce que les Français attendent d'élire comme président le vainqueur de Questions pour un champion? Je ne crois pas. Je crois qu'à un moment donné, on attend d'un président de la République une façon d'être, une façon de gouverner la France et d'avoir un certain nombre d'idéologies qu'il soit susceptible de porter. Je dis ça pourquoi? Parce que j'entends aussi quelques allers-retours entre des décisions prises, des décisions sur lesquelles on reviendrait, qui seraient, je le dis, pour notre République catastrophiques. Quand à un moment donné, on évoque, en parlant de la taxe d'habitation, de dire on la supprime pour 100%, on la supprime pour 80%, on revient dessus, franchement, je trouve que ça ne donne pas de la politique et de notre République une image crédible
et solide. Ça et donne l'impression de piloter un peu à vue, c'est ça? En tout cas, c'est ce que je disais, on jette des ballons d'essai, on voit comment ça rebondit, et selon comment ça rebondit dans l'opinion publique, dans les médias, dans les réseaux sociaux, on adapte en conséquence. Très franchement, je ne pense pas qu'on attende ça d'un gouvernement. Bon. Donc, comme vous dites, hein, on va pas tout de suite se dire que les choses ont été vaines, parce que d'abord, c'est beaucoup d'argent public, il faut bien le dire, c'est beaucoup d'engagement des uns et des autres, mais attendons la fin pour savoir si on paye le musicien. Bon, selon un récent sondage via Voice, 28% des personnes interrogées ont désormais une bonne opinion d'Emmanuel Macron. Et il regagne des points, 6 points selon ce sondage. Selon Ipsos, il est à 26%. C'est plutôt... Alors, à ceux qui disent qu'il a fait sa campagne européenne et peut-être même sa présidentielle de 2022, vous répondez quoi? Oui, mais je pense que c'est vrai. Et du reste, on le voit, hein, puisque, y compris les sages qui sont chargés d'organiser ce débat, l'ont déconseillé et ont déconseillé au ministre, au président de la République, de descendre dans l'arène comme il le faisait. Parce que très honnêtement, je pense que ça ne donnait pas la bonne image de ce qu'on attend d'un gouvernement. Et puis, c'était une campagne qui était une campagne masquée. Et je pense que personne n'avait rien à gagner en la matière. Voilà. Bon, le gouvernement, en tout cas, se donne un mois pour synthétiser toutes ces propositions revenant des Français et pour formuler des mesures concrètes. Alors, parmi les sujets qui arrivent en tête des échanges de ce grand débat national, il y a, sans surprise, la fiscalité. C'était la motivation de départ, hein, pouvoir d'achat, retraite, CSG, baisse des taxes, pas très loin la transition écologique et le référendum d'initiative citoyenne dont on a beaucoup parlé arrive très loin finalement. Oui, mais c'est pour preuve que parfois, pardon de le dire ici, mais on a des médias qui grossissent un certain nombre d'événements qui ne sont pas forcément la réalité. En ce sens, les contributions qui ne sont qu'une représentation de ce que peuvent être les Français, puisque tout le monde n'y a pas contribué, ça nous prouve qu'il n'y a pas forcément d'attente sur ce sujet-là et que finalement la démocratie fonctionne bien. Parce que je rappelle quand même qu'on est dans une démocratie où à un moment donné, on a quand même le choix entre plusieurs types de candidats, plusieurs listes sur des élections municipales, sur des élections locales, sur des élections nationales, que les Français peuvent choisir et qu'à un moment donné, ils délèguent, j'allais dire, leur pouvoir à des élus qui sont chargés de mettre en place des programmes. Pour autant, vous avez quand même entendu aussi la défiance vis-à-vis des élus, vis-à-vis de notre démocratie représentative. Quand on dit qu'il y a trop d'élus en France, notamment trop de parlementaires. Alors, je ne l'ai pas entendu que des élus, excusez-moi, mais je l'ai aussi entendu de la presse. Ce qui pose quand même un certain nombre de questions quant à la capacité que peuvent avoir un certain nombre de personnes à rejeter l'intégralité de notre système démocratique. On a quand même la chance d'être dans un pays où la liberté de la presse existe, où les élus sont quand même capables de se représenter et n'importe quel élu de la République, à un moment donné, peut se présenter. Les gens ont des choix, ils peuvent voter librement. On rejette tout ça. Moi, ça me pose question. Très franchement, ça me pose question. Ce n'est pas la société que je veux. Je veux effectivement avoir une presse qui soit libre, je veux avoir une justice qui soit une justice indépendante et je veux avoir donner la possibilité à tous les Français de pouvoir se présenter. Donc, pas trop d'élus, le Sénat est utile? Non, mais non, pas trop d'élus. On peut toujours toucher les choses, mais vous savez, il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'au niveau des parlementaires, la représentation n'est pas plus importante que ce qu'elle l'est dans l'autre pays. En même temps, soyons clairs, tous les candidats à la présidentielle, y compris celui que je soutenais à l'époque, ont préconisé qu'on baisse le nombre de parlementaires. Donc nous, on est dans cette logique-là. On considère qu'à un moment donné, si on a des choix à faire, on baissera le nombre de sénateurs, on baissera le nombre de députés, on sera très attentif à la représentation, parce qu'il faut que tous les départements en France soient représentés. Même les moins peuplés. Mais surtout les moins peuplés, parce que le problème de prendre en compte que la densité, c'est qu'on ne va avoir qu'une représentation de l'urbain. Et puis, on sera aussi très attentif à ce qu'il reste une proximité avec les parlementaires. Et ça, c'est important, y compris pour les députés. Donc, des territoires pas trop grands, c'est ça? Voilà, c'est ça, puisque, vous savez, si on prend l'exemple de l'Isère, si on prend les précédentes discussions sur la réforme, on va passer de 5 sénateurs à 3 sénateurs et on va passer de 10 députés à 6 députés. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des sénateurs, on aura un panel politique qui sera sans doute moins important que ce qu'on a aujourd'hui. Mais à la limite, je vais dire, c'est pas trop grave puisqu'on est les sénateurs de tout le département, donc c'est pas un enjeu de circonscription. Par contre, les députés, sur lesquels les habitants attendent un contact avec les législateurs, si on veut pas des législateurs et où on a des circonscriptions déjà très grandes. On a des circonscriptions très grandes. Ça veut dire qu'on va passer d'un territoire du département de l'Isère, 1 200 000 habitants, découpé en 10, à un territoire découpé en 6. Donc ça veut dire que forcément, on aura moins de représentation. Parmi les revendications qu'on a beaucoup entendues, la reconnaissance du vote blanc. Oui.
Enfin, moi, j'y crois pas trop. Je vous le dis, ça n'a pas de sens pour moi. Tout le monde peut se présenter. Les gens qui ne trouvent pas, si je puis dire, de possibilité de choix des élections ont aussi la possibilité de se présenter. Et bien qu'ils se présentent. Moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et la proportionnelle, la dose de proportionnelle, le fait par exemple que Marine Le Pen, qui arrive au deuxième tour de la présidentielle, ait très peu de députés, ça vous semble logique? Non, mais disons qu'il y a des élections comme à la proportionnelle, je le rappelle. Les élections régionales, c'est à la proportionnelle. Les élections européennes, c'est à la proportionnelle. Notre système constitutionnel fait qu'à un moment donné, on n'a pas de proportionnel au niveau de l'Assemblée nationale et qu'on en a un peu au niveau des sénatoriales, pas dans tous les départements. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est équilibré. Attention à la proportionnelle, qui ne va pas donner la prime à la représentation et qui risque de donner la prime, si je puis me permettre, à des élus qui sont dans le système et pas forcément représentants de ce qu'est la société civile dans son intégralité. Allez, intéressons-nous à la revendication sur la fiscalité. Alors vous préconisez une fiscalité pour tous. Oui. Tous les citoyens doivent payer l'impôt sur le revenu, c'est ce que vous dites, quel que soit leur niveau de revenu. En tout cas, ça fait partie, vous avez parlé tout à l'heure du grand débat et de nos contributions. Moi, je l'ai mis dans ma contribution, étant entendu que j'ai bien entendu le débat qui avait lieu, puisque la ministre Jacqueline Gourault a lancé l'idée, avec effectivement une modularité qui est excessive, puisque c'est 1 euro de principe pour ceux qui ont très peu de revenus. Mais je crois que c'est important. Elle n'a pas été très reprise par ses collègues du gouvernement. Non, pas du tout. Donc j'ai très peu de chances du coup d'être reprise, ni même de rentrer au gouvernement. Mais en tout état de cause, ce qui est certain, c'est qu'en supprimant la taxe d'habitation, Vous y êtes hostile d'ailleurs. J'y suis hostile depuis le début. En supprimant la taxe d'habitation, on va avoir dans ce pays des gens qui ne paieront plus d'impôts. Ils ne payent plus d'impôts parce qu'ils ne sont pas forcément propriétaires. Ils ne paieront plus d'impôts parce qu'ils n'ont pas effectivement l'assise suffisante pour en payer au niveau de leurs revenus. Donc du coup, ils paieront la TVA. Ils payent la TVA, exactement. Ils payent la TVA, certes, qui est quand même le gros des impôts. Mais en même temps, quand on achète son pain, est-ce qu'on sait le taux de TVA qui contribue au financement des infrastructures et du fonctionnement de notre pays? Non. Donc on a, si vous voulez, une déresponsabilisation des habitants que je pense nous paierons un jour et que nous payons déjà, je le pense. Le patron des Républicains que vous soutenez, Laurent Wauquiez, lui préconise une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu pour toutes les classes moyennes. Oui. Oui. Alors après, tout ça est une histoire de curseur, consistant à dire où est-ce qu'on enlève, où est-ce qu'on met, et puis surtout, quelle est la dépense publique actuellement et comment on arrive à la réduire. Je rappelle quand même, pour revenir sur la taxe d'habitation, j'y suis d'autant plus hostile qu'elle nous a été vendue en disant on a besoin de 20 milliards d'euros pour compenser la taxe d'habitation aux communes, mais on va réduire la dépense publique en conséquence. Or, on est allé chercher ces 20 milliards d'euros sur la dette publique, ce qui n'était pas dans le contrat de départ, si je puis me permettre. On rappelle que la taxe d'habitation, ce sont les communes qui l'élèvent et que c'est un impôt qui est dynamique. Elle permet effectivement aux communes d'augmenter, si elles ont besoin d'argent, d'augmenter la taxe d'habitation. Ou de la baisser. Ou de la baisser. Ça arrive plus rarement. Nous l'avons baissée. Enfin, sur la commune dans laquelle j'étais maire, nous l'avons baissée. Donc votre commune de Château-Bernard. La baisse de la dépense publique, vous l'évoquez, ça veut dire concrètement faire des économies. Où est-ce qu'on les fait? Ah oui, alors ça c'est l'éternelle question. Et quand on pose la question au ministre, on dit mais vous, où est-ce que vous allez la faire? Bon, c'est eux qui sont en responsabilité. Donc le candidat que vous souteniez à la présidentielle voulait tailler dans le nombre de fonctionnaires. Oui. Alors ça, je veux dire, faut être très clair. La majorité de la dépense publique, c'est des ressources humaines et ce sont effectivement des fonctionnaires. Moi, je crois que la question n'est pas de savoir quel est le nombre de fonctionnaires, mais que la question est de savoir où sont les fonctionnaires et quelle est leur place. Je pense qu'on est dans une société où on a densifié les fonctionnaires sur un certain nombre de territoires, qu'on les a écartés d'autres territoires. Donc du coup, on n'a pas eu, si je puis me permettre, un aménagement du territoire en conséquence. Et on a dépeuplé d'un certain nombre de services le milieu rural. L'origine des Gilets jaunes n'en est qu'un exemple. On les a ramenés dans des gros centres, dans des gros bourgs, nous expliquant que c'est comme ça que ça allait mieux marcher. Ça ne marche pas pour autant mieux. Donc je pense qu'on a une vraie réflexion à avoir sur la place des fonctionnaires et puis aussi sur la façon dont fonctionnent les choses. Nous avions une discussion il n'y a pas très longtemps sur l'Office national de la forêt, où on nous dit il y a de plus en plus de fonctionnaires qui sont enlevés du terrain pour être mis dans l'administration. Quel choix veut-on? Est-ce qu'on les veut sur le terrain ou est-ce qu'on les veut dans une administration qui est toujours plus rigide? Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Où est-ce qu'on les met et à quelle strate on les positionne? Je rebondis sur ce que vous disiez. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de la France rurale? Je pense qu'entre autres, en tout cas, des gens qui avaient le sentiment de ne pas être entendus, un sentiment d'injustice. Au début, c'était vraiment ça. Et je crois que derrière... On est un pays fragile socialement, il faut bien le dire, comme tous les pays, mais en tout cas, on l'était. Et je crois qu'il y a eu des opérations
ratées de ce gouvernement qui font qu'à un moment donné, les gens en ont eu marre et on se sont dit on n'en peut plus. Donc on sort dans la rue et on exprime notre mécontentement. Sur la question de l'écologie, la transition écologique a été également au début de ce pointé du doigt, au début de ce mouvement, avec cette fameuse taxe sur les carburants. La transition écologique, elle doit s'inscrire dans une logique d'adhésion, c'est ce que vous dites. Oui. Vous avez l'impression qu'on tord le bras aux Français pour engager cette transition écolo? Disons qu'elle doit s'inscrire dans une logique d'adhésion et de transition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain prendre un certain nombre d'initiatives qui seraient des initiatives de rupture. Je vous prends un exemple très concret. Quand on a à un moment donné une chaudière à fioul, qu'on vient de la changer, qu'on vient de réhabiliter son équipement, qu'on y a passé toutes ses économies et qu'on nous dit dans 2 ans il va falloir tout changer, franchement, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Donc ça, c'est la transition. Et ensuite, la logique d'adhésion, je crois que la taxe qui a été mise en place, qui a été ressentie comme une taxe punitive, ce n'est pas quelque chose qui doit nous permettre d'adhérer à un sentiment de nécessité de changer nos habitudes, de changer nos pratiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence à changer ses habitudes? Vous dites qu'il faut du temps, mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on n'a pas trop tardé? Je ne dis pas forcément il faut du temps, je dis il faut à la fois la manière et puis à la fois il faut s'inscrire quand même dans un principe de transition. Alors je ne sais pas si on a trop tardé ou pas trop tardé. En tout cas, ce que je constate moi, c'est que les jeunes aujourd'hui ont une sensibilité à l'environnement, ont une sensibilité à ce qui peut se passer dans notre contexte, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils font, qui me semble être bien plus accrue que ce que nous avions, nous, quand nous étions jeunes. Et ils le prouvent ce vendredi en descendant dans la rue. On a vu des collégiens, des lycéens, des étudiants descendre dans la rue pour demander aux hommes politiques d'être plus pressants concernant cette transition écologique. On se souvient de Jacques Chirac qui disait devant l'ONU « La maison brûle ». Enfin, c'était il y a plus de 20 ans. Oui, mais entre-temps, on a quand même fait un certain nombre de progrès. On a développé des processus, on a développé des voitures électriques, on a développé des transports collectifs. On a quand même Ça va doucement quand même. Je ne sais pas si ça va doucement, très honnêtement, parce que les choses ne sont pas si simples que ça quand même. Mais je pense qu'on a tous, et on ne construit plus de la même façon aujourd'hui, on a tous effectivement changé un certain nombre de pratiques. Mais pour autant, arrêtons de nous fouetter, arrêtons de nous accabler. Je pense qu'on est tous capables les uns les autres d'avoir des pratiques différentes, d'utiliser différemment nos véhicules, de construire différemment, de chauffer différemment, d'isoler différemment et d'être dans le constructif. Ça se fait à l'échelle des territoires, ça se fait à l'échelle nationale, mais je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des Français. Et ça marche parce que les jeunes sont beaucoup plus sensibles qu'ils ne l'étaient préalablement. Et de tout milieu, milieu rural, milieu urbain. C'est peut-être ça la nouveauté d'ailleurs. Parmi vos contributions à ce grand débat, alors sur la question de la démocratie, est quelque chose qui m'a attiré. Vous voulez faire porter la responsabilité économique aux associations qui entravent un dossier, comme par exemple le Center Parcs de Roibon. Ça, c'est très concrètement contre les associations qui font des recours à n'en plus finir, contre les grands projets structurants, c'est ça? C'est ça, exactement. Vous savez, dans ce secteur de Roibon, il se trouve que... Alors, il y a plusieurs chiffres qu'on pourrait sans doute citer, mais moi, je vais vous citer le nombre d'allocataires du RSA dans ce secteur-là. C'est le secteur sur lequel nous avons le plus grand nombre d'allocataires du RSA. Donc, c'est un territoire qui est en très grande pauvreté. C'est un territoire qui a construit des infrastructures dans la perspective de l'arrivée d'emplois, dans la perspective de l'arrivée d'un équipement sur lequel il y a un déchaînement médiatique, alors que très franchement, on est quand même sur un équipement qui est plutôt intégré et qui me semble quand même un équipement qui peut très facilement s'adapter à un contexte comme le nôtre. Donc, à un moment donné, quand on a des gens qui s'obstruent systématiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui pâtissent. Il y a des collectivités qui pâtissent parce que financièrement, elles n'en peuvent plus. Il y a des gens qui attendent de travailler et qui ne peuvent pas travailler. Il y a des commerçants qui ferment parce qu'ils espéraient effectivement voir arriver un certain nombre de personnes qui pourraient relancer leur activité. Donc moi, j'estime qu'à un moment donné, les gens qui obstruent un certain nombre de projets de ce type-là, eh bien, il faut qu'ils s'engagent à compenser. Et je pense que là, on aura peut-être moins de recours. Ce n'est pas pour autant que les projets ne seront pas mieux intégrés ou ne seront pas mieux réfléchis, parce qu'on a quand même de nombreux dispositifs qui nous le permettent. Mais là, on a quand même une justice qui est une justice qui à la fois est lente et qui surtout n'est pas adaptée au contexte économique local qui pâtit bien malgré lui. C'est la justice qui permet les recours et les appels. Pour vous, cette justice, elle est instrumentalisée ? Je ne dis pas qu'elle est instrumentalisée, mais elle n'est plus adaptée à la vie de nos territoires, qui est une vie qui nécessite qu'à un moment donné, des décisions puissent être prises de façon plutôt rapide. Vous savez, Pierre et Vacances est toujours là. Le jour où ils vont nous lâcher, je ne sais pas ce qui va se passer sur ce territoire. Et je pense qu'on attendra longtemps de savoir qui va venir compenser ces emplois qui ne seront pas là. Certes, c'est peut-être pas
peut-être pas des emplois à temps plein. Certes, c'est peut-être pas des emplois à durée indéterminée, mais en tout cas, ils auront le mérite d'exister. Et aujourd'hui, ils n'existent pas. Et les associations ou les élus politiques qui s'obstruent à ce projet-là, pour le moment, je n'ai pas pu voir ce qu'ils proposaient comme emploi concrètement sur ce territoire-là. Ça n'existe pas. Concernant vos propositions et en évoquant l'aménagement du territoire dont vous parliez tout à l'heure, vous dites sur l'organisation des collectivités, l'échelon de proximité doit être réaffirmé. Le principe des collectivités XXL doit être stoppé. Concrètement, ça veut dire que les métropoles, c'est une mauvaise idée ? Vous savez, la métropole grenobloise, c'est vraiment le contre-exemple parfait, puisqu'on est allé chercher pour faire une métropole des communes au fin fond de la campagne qui n'ont aucune réalité avec ce qui peut se passer sur Grenoble. Donc je pense que le concept déjà serait à revoir. Mais en dehors de ça, on s'aperçoit quand même, et j'allais dire, même si à un moment donné, les gens qui manifestent, voire les gens qui ont endossé un gilet jaune demandent à ce qu'il y ait moins d'élus, c'est que ce souci de représentation, ce souci de proximité, c'est quand même ce que chacun des citoyens peut avoir. Quand on n'arrive pas sur un site informatique à pouvoir récupérer sa carte d'identité, quand on n'arrive pas sur un site informatique à pouvoir s'inscrire à Pôle emploi, quand on n'arrive pas à appeler un certain nombre d'instances, on veut avoir de l'humain en face de nous. Et je pense que plus on éloigne, plus c'est compliqué. Et je ne suis pas la seule à le dire, vous savez. Je discutais, alors il ne va peut-être pas apprécier que je le dise, mais avec le préfet, qui, abattant en plume, me dit « Je me demande si c'est une bonne idée, ces principes de collectivité aussi grandes. » En tout cas, moi, je considère qu'il faut stabiliser les choses et arrêtons d'éloigner du citoyen l'élu et le décideur. Allez, on va voir plusieurs sujets auxquels vous êtes particulièrement intéressés. Au Sénat, vous avez été rapporteur du texte de loi sur la réforme de l'assurance chômage. Alors les partenaires sociaux, vous le savez, n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Le gouvernement a décidé de reprendre le dossier en main avec l'intention d'aller vite. Il veut une mise en place d'ici cet été. Dans ce texte, il y a notamment le système de bonus-malus sur les cotisations chômage des entreprises pour les inciter à réduire leur recours aux contrats courts. Oui. Alors, vous savez, je sors d'un rendez-vous avec le directeur de Pôle emploi de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes-Auvergne, qui m'expliquait quand même que sur 6 millions de contrats, il n'y en avait que 1 million qui était supérieur à un mois. 1 million supérieur à un mois sur 6 millions. Donc, ça veut dire qu'il y en a 5 qui sont des contrats qui sont inférieurs à un mois. Quand on est sensible à la précarité, quand on est sensible à la stabilité de nos ménages, de nos concitoyens, ça ne peut que nous interpeller. Après, est-ce que la faute incombe aux entreprises? Est-ce que la faute incombe à, j'allais dire, un mode de vie qui est un peu différent de ce qu'on connaissait préalablement, où le Graal, c'était le CDI. C'est une vraie question qu'on peut se poser. En tout état de cause, ce système de bonus-malus, puisque c'est ainsi qu'a été vendu dans la lettre de cadrage aux partenaires sociaux, la demande et dans la loi d'ailleurs, la demande du gouvernement, c'est un système, on le savait, qui était clivant par excellence. Et quand vous avez énoncé tout à l'heure le fait que les partenaires sociaux n'ont pas pu se mettre d'accord, je pense que tout était fait pour que les partenaires sociaux ne puissent pas se mettre d'accord. Du coup, il n'y a aucune position qui permettra de mettre d'accord les partenaires sociaux, qui, je rappelle, sont le patronat et les syndicats de salariés de l'autre côté. Ce système de bonus-malus, est-ce qu'il y a une meilleure solution? Mais je m'excuse, mais il y a quand même eu des solutions préalablement. Il y a eu des essais qui ont été mis en place, qui consistaient, et d'ailleurs le patronat était d'accord, à augmenter la cotisation patronale et à augmenter la cotisation salariale, de façon à venir compenser un certain nombre d'abord une dette de l'UNEDIC qui est importante, et à venir compenser la précarité des familles. Ça existait, c'était mis en place, on attendait les résultats. Quand le gouvernement a dit on met en place un bonus-malus, qui était d'ailleurs dans le programme du président de la République, je pense qu'ils ont voulu inventer un autre système, parlant même d'une taxe qui pouvait être à 7% sur les cotisations patronales versus 4% aujourd'hui, ça pose quand même un certain nombre de difficultés. Et quand on veut à la fois une flexibilité et à la fois, j'allais dire, des partenaires sociaux qui adhèrent à un dispositif, il ne faut peut-être pas être aussi excessif que ce que le gouvernement l'avait préconisé. Vous évoquez la dette de l'assurance chômage, c'est 35 milliards. Donc la dette est 35 milliards et le déficit qui est encore là est de 3 milliards d'euros. Mais quand même, attention, 3 milliards d'euros, mais je rappelle quand même que le gouvernement, avec sa précédente réforme, vient de le creuser de 500 millions d'euros. Autre idée qui est sur la table, la révision des règles d'indemnisation chômage, avec notamment une dégressivité possible des allocations pour les cadres. Oui, alors les cadres, entre autres, parce qu'il y a eu plusieurs aspects qui ont été évoqués. Le gouvernement a demandé 3 à 4 milliards d'euros d'économies aux partenaires sociaux sur 3 ans.
Ils n'ont pas réussi à trouver effectivement le consensus qui aurait permis qu'on puisse aboutir à une décision collective. Entre autres, on a évoqué cette refonte du financement des cadres. Je rappelle quand même que les cadres cotisent plus que ne cotisent les personnes qui ne sont pas cadres. Donc il va falloir qu'on révise en conséquence. Et je rappelle quand même que, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, le chômage touche beaucoup moins les cadres qu'il ne peut toucher d'autres catégories sociales. Le chômage de 4% pour les cadres. Oui, c'est ça, oui. Bon, moi, je pense qu'il faut, si on veut faire des économies et si on dit 3 à 4 milliards, c'est nécessaire, je pense qu'il faut revoir tous les dispositifs. Et je pense que celui des cadres aussi. Bon, vous allez être associé, du coup, à cette nouvelle réforme de l'assurance chômage? C'est une bonne question, parce que la ministre a évoqué le fait, qu'elle voulait aller vite, 2, qu'elle voulait concerter, y compris les parlementaires. Mais aujourd'hui, aucun dispositif ne lui impose de concerter les parlementaires. Et ensuite, on sait très bien que ça ne sera pas un texte de loi qui reviendra devant le Parlement. D'ici l'été, il faudrait faire vite. Il faudrait faire vite. Enfin, ceci étant, je vais vous dire une chose, on a beaucoup de temps, parce qu'actuellement, l'actualité législative est très légère. On attend le grand débat et sa suite. Donc, je ne dis pas qu'on ne fait rien, mais en tout état de cause, on Les Gilets jaunes ont bouleversé un peu le planning parlementaire. Absolument. Autre sujet, en tout cas, sur lequel vous allez devoir travailler d'ici l'été, c'est le projet de loi santé et le projet de loi sur la bioéthique. On va commencer par le projet de loi santé, avec notamment une réforme en profondeur, une révision en profondeur de la carte hospitalière. Les hôpitaux de proximité seront recentrés essentiellement sur la médecine générale et la gériatrie. Oui, alors c'est ce qu'on a. On n'a pas encore le texte de loi. Le texte de loi est actuellement à l'Assemblée nationale. Il devrait arriver au Sénat d'ici le mois de mai. Nous, on pense quand même que sur ces hôpitaux de proximité, ça va ni plus ni moins changer que ce qui existe aujourd'hui. Puisqu'on a déjà des hôpitaux de proximité qui sont en réseau. On a fait venir la déléguée de la ministre il y a peu de temps dans le Nord-Isère pour regarder ce qui pouvait se passer sur le secteur de Pont-de-Beauvoisin, de Bourgoin-Jallieu, où tous les hôpitaux sont déjà en réseau. Donc les choses fonctionnent plutôt bien. On ne pense pas que ça va révolutionner les choses. En tout cas, on ne pense pas qu'on va rouvrir des maternités là où on en a besoin. On ne pense pas qu'on va rouvrir des secteurs hospitaliers ou des services là où on a actuellement des hôpitaux. On pense qu'on va, à un moment donné, avoir une cartographie qui risque d'être assez similaire. En tout cas, on n'a pas les éléments concrets relatifs à cet enjeu. Alors, on est un peu moins concerné en Isère, mais vous savez que cette question des maternités de proximité, oui, elle est prégnante dans notre pays. On pense notamment à la maternité de Die, dans la Drôme, qui soudainement a fermé, et où la population se retrouve très très loin de Montélimar, où on peut accoucher. Bien sûr. Alors, ça a été quand même le cas en Isère. Je rappelle quand même que la maternité de la Mure existait, que ça a été un long combat du plateau mathésin, qu'elle a fermé, qu'aujourd'hui, les mamans vont accoucher sur Grenoble. Bon, quand il y a un accident aussi dramatique que celui de Die, forcément qu'on se pose des questions de proximité. Il peut y avoir d'autres accidents aussi dans des structures sur lesquelles on a des praticiens qui n'ont pas non plus le nombre d'accouchements suffisants pour avoir la bonne pratique. Donc voilà, il faut relativiser tout ça et surtout pas regarder une actualité législative à l'aune d'un accident qui est dramatique, mais qui reste un accident et qui ne peut pas faire loi. Sur la question de bioéthique, la PMA, la progression médicalement assistée, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron pour l'étendre donc aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Un texte qui n'a pas cessé d'être reporté et qui devrait être présenté en Conseil des ministres avant l'été. Le Conseil de bioéthique a été favorable à la PMA. Et vous ? Alors, avant de dire « et moi », je vais reprendre exactement ce que disait le président du CCNE, qui est Jean-François Delfrécy, que nous avons auditionné, qui est le Comité consultatif national d'éthique, qui nous a indiqué, alors d'abord qu'il se rangeait à un collectif, qu'il avait beaucoup écouté sur cette thématique-là, qu'il avait beaucoup écouté, et qu'il avait changé d'avis. Alors je ne sais pas dans quel sens il a changé d'avis, puisqu'il a voté et il a porté ensuite la parole que vous avez évoquée, c'est-à-dire un avis favorable du comité d'éthique. Moi, je vais beaucoup écouter. Parce que vous savez, sur ces sujets-là, les choses sont très sensibles. Vous n'avez pas d'avis arrêté aujourd'hui ? J'ai un avis arrêté sur un certain nombre de choses, mais qui est lié, j'allais dire, à nos histoires personnelles. Mais on touche en la matière l'intimité, on touche l'éthique, le jugement, la morale. Donc forcément, chacun a fait son chemin, chacun a des exemples, des contre-exemples, et ça renvoie
plus à des histoires individuelles qu'à des histoires politiques. D'ailleurs, dans notre groupe politique, on a des positions qui sont très différentes. C'est la question que j'allais vous poser. Vous aurez une liberté de vote vis-à-vis de votre groupe politique? Oui, mais je vais vous dire, le président de la commission sociale, Alain Milon, qui sera le rapporteur du projet de loi sur la bioéthique, qui n'intègre pas que ce paramètre-là. Je veux dire, on s'arrête beaucoup et on craint d'ailleurs que les médias s'emparent trop de ce sujet-là, alors qu'on a quand même des sujets d'importance sur la santé. C'est un sujet clivant. C'est un sujet clivant, mais ce n'est pas parce qu'il est clivant qu'il faut qu'on lui donne peut-être... Parce que cliver la société, ça a quelques limites. C'est aussi un marqueur sociétal important. Oui, mais ça a quelques limites parfois. Mais en tout cas, Alain Milon est favorable à la PMA et à la GPA. Et il est président de la commission sociale et il sera rapporteur du projet de loi. Alors, ce n'est pas parce qu'on est rapporteur du projet de loi qu'on doit donner que son avis, essentiellement son avis. Voilà. Et on rappelle que dans le texte, il n'y aura pas la GPA. Il est question uniquement de la PMA. Non, mais c'est pour dire. J'entends bien. Un autre marqueur sociétal, la fin de vie. Et la question de la fin de vie, l'association pour le droit à mourir dans la dignité plaide, vous le savez, depuis très longtemps pour l'euthanasie active ou pour le suicide assisté. Vous avez là-dessus un avis? Oui, j'ai un avis, parce que je considère quand même qu'on a légiféré il y a très peu de temps sur ce sujet-là. Je rappelle qu'il y a eu la loi Leonetti de 2005, qu'elle a été révisée en 2016, qu'il y a eu une information quand même sur les dispositifs en 2017, parce que beaucoup ne connaissaient pas les dispositifs. Et je crois qu'il faut se donner un peu de temps sur ce sujet-là. Donc la loi Leonetti est suffisante? En tout cas, moi je pense qu'il faut... Alors c'est compliqué là aussi, parce que tant qu'on n'a pas connu ça dans l'intimité, et moi je suis très attentive sur ces propos-là, à ne pas choquer les gens. Parce que quand on a accompagné quelqu'un en fin de vie, quand on a accompagné, on prenait l'exemple tout à l'heure de la GPA, de la PMA, quand on a des gens qui sont dans la détresse parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, je pense que c'est très compliqué. Et qu'avoir un certain nombre de positions qui sont des positions arrêtées, c'est très clivant. Vous savez, c'est une petite anecdote, mais je sortais du Sénat, j'attendais le taxi l'autre jour. Il y a un monsieur qui est passé, que je ne connaissais pas, qui me dit « Vous êtes députée ?» Je dis « Non, je suis sénatrice. » Il me dit « Vous cherchez le Sénat ?» Je dis « Non, je sais où c'est. » Il me dit « Que pensez-vous de la PMA et de la GPA ?» Alors, il faisait partie de la Manif pour tous et il m'a dit « On va les exploser. » Je dis « Mais... » moi, je n'adhère pas à ce type de principe, je n'adhère pas à ce type de propos. Et en ce qui concerne la fin de vie, quand on a accompagné des gens en fin de vie, c'est très compliqué. En même temps, la loi Leonetti permet un certain nombre de dispositifs dont je pense les Français doivent s'emparer parce qu'ils ne les connaissent pas nécessairement. C'est difficile d'en parler. Et je crois qu'il faut laisser ce texte de loi en application avant de légiférer de nouveau. Et donc, sur ces questions-là, vous êtes toujours très à l'aise par rapport aux prises de position de certains cadres de votre groupe politique, les Républicains? Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on prend les sénateurs, il y a des positions très variées. Sur la GPA, nous avons une discussion, il y a des gens qui étaient complètement opposés au principe. Le président Milon était favorable et d'autres étaient favorables. J'ai vu que chez les députés LR, on avait aussi une prise d'opposition. Voilà, c'est pour ça que je dis ça renvoie en tout cas à des histoires personnelles, mais ce qui est certain, c'est que si nous ne savons pas écouter, si nous ne savons pas écouter l'évolution de la société, si nous ne savons pas écouter l'évolution de la science, et ce n'est pas pour autant que l'évolution de la société doit être mise en adéquation avec l'évolution de la science, je pense qu'on passe à côté d'une vraie discussion et d'un vrai travail parlementaire. En tout cas, moi, j'écouterai. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc effectivement, il faut faire attention à l'évolution de la science parfois. Au Sénat, vous êtes aussi membre du groupe de développement économique de la montagne. Alors vous avez vu qu'il y a quelques jours, Emmanuel Macron vous a entendu. Ça y est, on va pouvoir abattre davantage de loups que ce qui était prévu parce que le seuil des 500 canidés est atteint dans nos massifs alpins. Ça fait longtemps que vous militez pour la non-cohabitation, la cohabitation impossible entre les éleveurs et le loup. Je n'ai rien vu. Excusez-moi de vous le dire, mais je n'ai rien vu. J'ai entendu des choses, mais j'ai aussi entendu le président Emmanuel Macron, avant le plan loup qui a été proposé par ses propres ministres, dire on va remettre le berger au centre du dispositif. Et j'ai quand même vu le plan loup derrière qui disait on doit atteindre une population de 500 loups, donc on va effectivement développer les prédateurs et idem pour l'ours. Donc j'entends les paroles du président, mais je ne vois rien. J'attends donc que le nouveau plan loup soit mis sur la table, étant entendu que le précédent, comme je l'ai dit, ne passe pas devant le Parlement. Ce sont 2 décrets et une discussion publique. En tout cas, c'est comme ça qu'a été élaboré le précédent plan loup. Et à un moment donné, le dispositif principal du dernier plan loup consistait à dire
On doit atteindre une population de 500 alors qu'on en est à 367. Donc on n'a pas pris en compte l'économie de montagne, on n'a pas pris en compte le pastoralisme. Et moi, je continue à dire, et je ne me fais pas que des amis, mais j'assume mes propos, qu'il n'y a pas compatibilité entre le prédateur et entre l'économie de montagne, en l'occurrence le pastoralisme. J'étais encore dans le Vercors hier, on m'a dit haut et fort, en me montrant toutes les photos, parce que forcément il y a les photos qui vont avec, il faut faire quelque chose sur le loup. Vous savez, si à un moment donné, on avait des grands penseurs qui étaient venus dans nos territoires et qui nous avaient dit écoutez, on va faire une expérimentation, les amis, vous êtes un territoire assez apte, vous avez une économie, on va vous mettre quelques prédateurs et on va voir ce que ça va faire et on comptera à la fin pour savoir qui reste. Je pense qu'on aurait pris les choses différemment. Tandis que là, tout s'est passé de façon insidieuse. On a mis les prédateurs et on a demandé au pastoralisme de s'adapter et on s'est rendu compte qu'il ne réussira pas à s'adapter. Autre question qui est revenue ces derniers temps, et là je vais poser une question à la conseillère départementale, ancienne vice-présidente du département, c'est la contrepartie au versement du RSA. C'est le Premier ministre, Édouard Philippe, qui a relancé cette idée il y a quelques jours, et c'est une idée que vous aviez mise en place à votre arrivée au département, sur la base de la réciprocité consentie. Vous avez réussi à convaincre du coup ? Alors, c'est pas simple, parce que changer les pratiques, ce n'est pas simple. Mais en même temps, la réciprocité sociale, ça a un vrai sens. Moi, je ne crois pas en l'homme inutile. Je crois qu'à un moment donné, chacun dans cette société a sa place, quelle que soit d'ailleurs sa place dans le dispositif. Et à un moment donné, de considérer que des gens attendent de recevoir une allocation, sans forcément avoir les contreparties alors que la loi l'impose, c'est quelque chose qui ne nous satisfaisait pas. Donc quand on est arrivé, effectivement, on a mis en place ce principe de réciprocité qui s'est traduit par un certain nombre de dispositifs. J'ai entendu que le gouvernement rebondissait sur la question. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors on va voir comment est-ce qu'il le concrétise, mais en tout cas, j'y adhère. Toujours sur la base du volontariat. Sur la base du volontariat, étant entendu quand même que le RSA, si on reprend son exemple, c'est droits et devoirs, et qu'il y a le devoir de l'allocataire de chercher du travail. Allez, quelques mots de politique plus politicienne, les européennes. Les sondages, vous l'avez vu, donnent La République En Marche quasiment à égalité avec le Rassemblement National, selon les études, autour de 22-23%. Les Républicains sont loin derrière, à 13-14%. Alors certes, ça augmente, mais ça augmente tout doucement. J'ai cru que vous alliez l'oublier. Oui, ça augmente et c'est plutôt positif. Alors, toutes les têtes de liste n'ont pas encore complètement été présentées. On attend toujours la tête de liste de La République En Marche. Mais en même temps, je trouve qu'on a Laurent Wauquiez a eu l'intelligence de mettre en place un trio qui est composite dans son histoire, composite dans son âge, composite dans son engagement politique. Et je trouve que ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on va voir ce que va donner ce résultat final. La tête de liste, François-Xavier Bellamy, vous a convaincu ? En tout cas, je rappelle, c'est un trio. Donc, on a effectivement un ancien parlementaire qui a fait ses preuves au niveau du Parlement. On a une élue de la région de Paris qui, elle aussi, a fait ses preuves. Et puis, on a un philosophe qui est un jeune philosophe. Alors, certes, on lui prête toutes les attentions et en la matière, on va toujours chercher dans l'histoire et dans les petites phrases. Il les assume, il est intéressant. Pour tout vous dire, avec Michel Savin, on fait venir un certain nombre de personnalités dans l'Isère et on voulait le faire venir. Pourquoi est-ce qu'on voulait le faire venir ? Parce que quand il se déplace, quand il met en place, alors c'était avant les élections, quand il mettait en place un certain nombre de réunions, on avait un nombre de jeunes qui venaient l'écouter, on avait un nombre de personnalités qui venaient l'écouter qui était très importante. C'est lui-même un jeune trentenaire. C'est un jeune trentenaire et je trouve qu'il apporte une fraîcheur dans le dispositif. Alors voilà, il a des idées sur un certain nombre de choses qui sont... Notamment sur les idées sociétales. Oui, sur les idées sociétales, oui. Alors, sans caricaturer, il est de Versailles, il a quand même une histoire qui est peut-être pas la même que la nôtre, pas la même que la mienne. Mais en tout cas, moi, je l'écoute avec attention. Et je trouve intéressant les gens qui ont des idées dans ce débat, et en l'occurrence dans le débat européen. Vous avez cité Laurent Wauquiez, à la tête des Républicains. Il a du mal auprès du grand public. Ça peut être un peu compliqué, c'est vrai. En tout cas, c'est ce que je dis souvent. Il s'est attelé d'abord à sortir le parti de l'ornière financière dans laquelle il était. Je rappelle quand même que quand il a pris les responsabilités, on était au bord du dépôt de bilan. Il a réussi à réaffirmer d'abord sa volonté de poursuivre dans la logique des Républicains, alors que d'autres en sont sortis. Donc à poursuivre l'idée de faire vivre ce parti. Il va falloir retrouver des adhérents, c'est tout. Il l'a assis financièrement. Maintenant, reste à faire effectivement le travail que vous avez évoqué, retrouver des adhérents, ou en tout cas élargir l'assiette, réussir les élections européennes qui vont arriver
arriver. Et puis voilà, après, je pense très honnêtement que Laurent Wauquiez n'est pas seul. Il a autour de lui un certain nombre d'élus qui contribuent, Bruno Retailleau, le président Larcher, qui contribuent à la vie de ce mouvement. Et je trouve qu'il faut le suivre avec attention. En tout cas, moi, j'y suis attachée. Le fait de positionner les Républicains plutôt très à droite, c'est une bonne stratégie ? Il n'y en a pas d'autres ? Ça a été sa stratégie. Moi, je pense que c'était une étape. Après, on ne gagne pas les élections avec des soustractions. On gagne des élections avec des additions. Et forcément, qu'à un moment donné, le centre doit être accroché. Il l'est au niveau des européennes. Ce n'était pas gagné. Il l'est. Et il faut qu'on arrive à regagner un électorat faut bien le dire, que La République En Marche est allé chercher des deux côtés, autant chez les socialistes que chez les Républicains, et qu'il a mis à mal l'intégralité du dispositif. Finalement, en créant lui-même le principe d'une confrontation entre des extrêmes, en l'occurrence l'extrême droite, qui est celle qui tient le plus, le fil aujourd'hui, et puis La République En Marche. Est-ce que c'est une bonne chose pour notre République ? Est-ce que c'est une bonne chose pour notre démocratie ? Je n'en suis pas convaincue. Allez, encore un mot. Les municipales à Grenoble en 2020, Alain Carignon étant en campagne, il vous convainc ? Alain Carignon n'a pas demandé l'investiture des Républicains. Il a dit qu'il ne la réclamerait même pas. Voilà, absolument. Alain Carignon a été un grand maire pour Grenoble, un grand président du département de l'Isère. Il a fait le choix de se réinscrire dans une campagne. Voilà, je pense qu'il fait un travail de terrain d'importance. Maintenant, il y a un champ qui s'ouvre pour que les candidatures puissent se présenter à Grenoble. On ne sait pas si le maire sortant va être candidat. On l'imagine bien. On ne sait pas ce qui va se passer à gauche. On ne sait pas ce qui va se passer à La République En Marche. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer pour les Républicains qui, pour le moment, n'ont pas fait de choix, étant entendu que le choix des Républicains en matière d'investiture n'appartient pas au départemental, mais appartient au national, compte tenu de l'ampleur de la ville. Votre collègue sénateur, Michel Savin, laisse planer le doute. Peut-être qu'il irait... Non, il ne laisse pas planer le doute. Il ira ou pas ? Il travaille. Michel Savin, il travaille. Il travaille et il considère... Il travaille à sa candidature ? Non, il travaille pour la ville de Grenoble. Vous savez, quand on est isérois, quand jeune, on avait les yeux qui brillaient quand on pensait à Grenoble et qu'on voit ce qu'est devenu cette ville, très honnêtement, on a envie que cette ville s'en sorte. Soit il travaille pour soutenir le candidat de droite qui sera le mieux placé, soit il travaille à sa candidature, soyons clairs. Pas du tout. Non, il y a d'autres alternatives et c'est ce qu'il fait, je peux vous le dire. Allez, on en reparlera, j'en suis sûr, dans quelques mois. Merci beaucoup, Frédérique Buisson. Merci. Merci d'avoir été notre invité. Rendez-vous tout de suite sur Internet, sur les réseaux sociaux pour le bonus du Récap Info et bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité.